Bonjour à tous et bienvenue en ligne ou ceux qui ont bravé la fraîcheur du matin pour venir partager un café et des croissants avec nous. Donc moi je suis Mathilde Dupré, je suis co-directrice de l'Institut Veblen. Nous sommes un think tank qui a été créé il y a 15 ans maintenant sur la transition écologique et sociale et sur la dimension économique de cette transition. Je suis très heureuse d'animer cette session de Vibe, la seconde de notre série spéciale sur les municipales, qui sera consacrée à la publicité, la régulation de la publicité. Donc ce cycle est co-organisé avec le BASIC et le LIER. Le BASIC, c'est un bureau d'analyse qui étudie les impacts économiques, sociaux et écologiques liés à nos modes de production et de consommation. Et le LIER, c'est une association qui regroupe des agents publics et quelques consultants et chercheurs qui sont rassemblés autour de l'idée que les pouvoirs publics devraient être plus allants sur la transition écologique et qui font des propositions dans ce sens-là. Et le LIER est ici aussi dans le cadre de Solutions Transition, donc qui est une démarche partenariale dont le LIER est à l'initiative et qui est une sorte de boîte à outils pour accompagner les agents et les élus locaux dans la mise en œuvre de politiques publiques de transition justes et écologiques. Donc, vous avez peut-être débattu pendant les fêtes avec votre famille, vos amis, de la publicité très virale d'Intermarché sur la fable du loup pesco-végétarien. Je ne sais pas si vous avez fait partie de ceux qui ont considéré qu'il était bienvenu que les cerveaux des créatifs des agences de publicité se mettent au service de narratifs utiles pour la transition, notamment pour favoriser l'évolution des régimes alimentaires, ou si au contraire vous avez considéré que c'était une formidable opération de greenwashing de la part de cette enseigne de distribution qui est aussi l'un des premiers acteurs de la pêche industrielle en France, peut-être un peu des deux. Toujours est-il que le sujet a fait couler beaucoup d'encre parce qu'il renvoie à la question importante du rôle de la publicité dans notre économie et son impact social et sanitaire et environnemental. Donc le sujet avait fortement émergé déjà au moment du Grenelle de l'environnement en 2007. Il a refait irruption dans le débat public avec la Convention citoyenne pour le climat. À l'Institut Veblen, on a publié, nous, un rapport en 2022 avec l'association Communication et Démocratie pour essayer de documenter le sujet. Et on a aussi fait d'ailleurs un petit article dans la dernière revue de l'économie politique qui était consacré à la consommation sur le sujet de la publicité. Et c'est vrai que les chiffres qu'on a trouvés sont assez frappants. Le marché français de la communication commerciale, donc publicité, marketing, promotion, relations publiques, etc., représente près de 35 milliards d'euros par an. C'est presque l'équivalent des dépenses de recherche et développement des entreprises. Ce sont des dépenses qui sont ultra concentrées. On a 31 annonceurs en France qui font environ un cinquième de ce marché de la publicité. Parmi les 30 premiers annonceurs en 2023, on avait 9 enseignes de distribution, 6 constructeurs automobiles et un réparateur, 2 chaînes de fast-food, 3 géants de l'alimentation, dont l'alimentation sucrée, un leader du commerce en ligne et un autre de l'ameublement. Et ces dépenses, elles sont donc massivement orientées vers des secteurs qui contribuent beaucoup à la crise écologique, comme l'automobile, l'alimentation ultra transformée, les voyages en avion ou la fast fashion. Ce problème, il est connu. La publicité, c'est depuis sa création un moyen de massifier la consommation, mais c'est aussi devenu de plus en plus la pièce maîtresse de nouveaux modèles économiques qui sont fondés sur l'accélération des modes de consommation. Et de produits dont la durée de vie ne cesse de se raccourcir, les smartphones, la fast fashion, etc. Donc le problème est connu. Aujourd'hui, on a des recommandations dans beaucoup de documents de politique publique, que ce soit la stratégie nationale bas carbone, les rapports annuels du Haut Conseil pour le climat. À l'échelle internationale, on a eu aussi des invitations du GIEC à agir sur le sujet et un discours du secrétaire national des Nations Unies lors de la journée de l'environnement aussi, qui invitait à mettre fin à la publicité pour les fossiles. On sait que les attentes des citoyens sont fortes sur le sujet, on pourra y revenir, mais les initiatives se multiplient et tardent à se concrétiser et se traduire en actes vraiment effectifs. Donc on a pensé que c'était intéressant aujourd'hui de revenir dans le cadre de ce cycle sur les municipales sur cette question de la publicité et de voir ce qui pouvait être fait à l'échelle locale. Alors bien sûr, on parlera aussi des autres échelles d'action européennes et nationales, puisque ce sont d'autres échelles très, très pertinentes pour agir. Donc je suis très heureuse d'avoir avec nous aujourd'hui 3 invités. Lucie Virag, qui est directrice générale du centre hospitalier du Drôme Vivarais,
Ambroise Pascal, qui est délégué à la transition écologique à la DGCCRF. Tous les deux sont des membres du LIER et ils interviendront à ce titre-là parce qu'ils sont notamment co-auteurs d'une note du LIER et de solutions transition sur le sujet de la régulation de la publicité. Et puis on a aussi avec nous Gilles Namur qui est adjoint à la ville de Grenoble aux espaces publics, mobilité, nature en ville, biodiversité et fraîcheur, qui pourra témoigner de l'action qu'a menée la ville de Grenoble depuis quelques années déjà dans ce domaine. Alors Lucie, pour démarrer, il nous a semblé intéressant de revenir avec vous sur les impacts sanitaires de la publicité et l'utilité d'interdire certains produits du champ de la publicité. Cette approche sectorielle, elle n'est pas nouvelle, hein. En France, il y a des interdictions sectorielles qui existent, d'ailleurs pour des raisons sanitaires, mais aussi pour des raisons de protection des consommateurs ou contre les risques financiers ou pour la sécurité. On connaît bien la loi E20 qui date déjà des années 80. On vient d'apprendre qu'au Royaume-Uni, il y avait de nouvelles interdictions qui venaient d'être adoptées sur l'alimentation ultra transformée. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi une directrice générale de centre hospitalier s'intéresse autant à ce sujet et quelles sont les principales pistes d'action qui retiennent votre attention ? Oui, donc bonjour à tous. Merci de me donner la parole. Merci de m'avoir invité à intervenir sur ce sujet. Oui, donc j'interviens en tant que professionnelle du monde de la santé, puisque comme d'autres professionnels, je peux avoir des inquiétudes sur la pérennité de notre système de santé et plus particulièrement son financement. On a un système de santé qui est basé sur un idéal que je trouve exceptionnel et à vrai dire magnifique, qui est l'idée que toutes les personnes du territoire doivent avoir un accès aux soins égal sur l'ensemble du territoire, quel que soit leur niveau de ressources. Néanmoins, ce système, il est en tension puisqu'on a de plus en plus de mal à le financer. On a des coûts qui augmentent d'un côté avec des nouvelles molécules qui sont liées à des innovations thérapeutiques, donc qui sont une bonne nouvelle. Des personnes qui vieillissent, donc c'est aussi une bonne nouvelle qu'on vive plus vieux, mais ça génère des coûts. Et puis des pathologies chroniques qui augmentent. De l'autre côté, on a des citoyens qui, de fait, n'ont pas très envie de payer plus de cotisations assurance maladie. Et donc, on a des tensions importantes sur le financement. Pour l'instant, la seule piste qu'on entend sur le sujet, c'est de dire que les administratifs coûtent trop cher. Alors, bien sûr, on essaie en permanence de diminuer les charges indirectes. Je pense que tous les directeurs et toutes les directrices le font. Mais en fait, ce ne sont pas les montants les plus importants et ce ne sont pas les enjeux les plus importants. Par contre, il me semble que ce qu'on pourrait faire, c'est d'essayer de faire en sorte que les personnes aient moins recours au système de santé, qu'elles soient moins malades. Ce serait mieux pour elles et puis ça nous permettrait aussi de diminuer les coûts. Alors, je voudrais qu'on peut faire aujourd'hui un focus sur une pathologie en particulier qui coûte extrêmement cher à l'assurance maladie, qui est l'obésité. Donc, cette pathologie, selon une étude du cabinet Asterès, ça coûte 10,6 milliards d'euros seulement pour les dépenses de santé. Puis il y a une autre étude de la Direction générale du Trésor qui évaluait le coût social de la surcharge pondérale à 20,4 milliards d'euros, et donc en incluant les dépenses liées aux arrêts de travail liées à ces pathologies. Par ailleurs, c'est des pathologies qui sont en augmentation et donc les coûts sont aussi en augmentation importante. Et donc, on peut se poser la question d'essayer de diminuer la prévalence de l'obésité. Alors, vous allez me dire en quoi est-ce un enjeu pour les collectivités territoriales et en quoi est-ce qu'elles ont intérêt à se saisir de ce sujet. Ben, je pense qu'elles peuvent y avoir intérêt parce que c'est un enjeu du quotidien pour un très grand nombre de citoyens et donc aussi un très grand nombre d'électeurs. On a 17% de la population française qui est obèse. Si les tendances actuelles se poursuivent, ce sera entre un tiers et un quart des adultes à l'horizon 2030. Donc, c'est un problème majeur. Mais si on élargit un petit peu la focale, on voit qu'on a près d'un adulte sur deux qui est en surpoids. Donc, c'est un problème quotidien pour un très grand nombre de personnes. Comment est-ce que je peux faire pour ne pas prendre de kilos et comment est-ce que je peux faire pour perdre ce que j'ai pris, les kilos en trop qu'on a pris, surtout après les fêtes. Voilà, ce sont des questions que beaucoup de gens se posent.
Alors pour l'instant, les réponses à ces questions, eh bien, ce sont des régimes. Donc, on a une offre pléthorique de coaching, de recettes, d'alimentation en sachet ou en pilule qui sont censées nous permettre de maigrir. Donc, le problème est renvoyé au champ de la responsabilité individuelle. En réalité, la prise de poids, elle ne dépend pas seulement de la responsabilité individuelle des personnes, elle dépend de l'environnement dans lequel les personnes vivent. Donc, quand on vit dans un environnement qui va favoriser les déplacements en voiture plutôt que la marche ou le vélo, bien évidemment, on va avoir tendance à faire moins d'activité physique et donc à prendre du poids. Et quand on est dans un environnement qui incite à la consommation d'aliments trop gras, trop salés, trop sucrés ou ultra transformés, eh bien évidemment, on va manger de manière moins saine. Et donc, les populations qui habitent dans ce contexte vont avoir plus tendance à prendre du poids. On parle alors d'environnement obésogène. Et c'est donc là que les collectivités peuvent intervenir en agissant sur l'environnement des personnes. Euh, En effet, on vit dans un environnement où les messages favorisant une alimentation trop grasse, trop salée, trop sucrée ou ultra transformée sont très très fortes. Il y a eu donc, les dépenses publicitaires pour l'alimentation sont de 5,5 milliards d'euros par an et la plupart sont pour des aliments de mauvaise qualité nutritionnelle. Alors parallèlement, on a des programmes de santé qui incite à une bonne alimentation. On a notamment le programme national Nutrition Santé, mais qui est de l'ordre de 1 million d'euros par an. Donc on voit qu'entre plusieurs milliards et 1 million, il y a un écart qui est absolument énorme. Bon, par ailleurs, les mairies, mais aussi les hôpitaux, essayent de conduire des ateliers ou portent des messages sur l'alimentation. Voilà, bon, mais ce qu'on constate, c'est que les personnes, elles peuvent avoir participé à un atelier dans l'année où on va leur expliquer l'intérêt d'une alimentation saine, mais en parallèle, tous les jours, elles vont être bombardées de messages leur disant que tel burger qui est bien mis en valeur, c'est le plaisir, c'est la promesse d'un plaisir immédiat, leur montrant que l'achat de tel soda va leur permettre d'avoir plus d'amis et de passer des moments joyeux, ou alors que la consommation de telle ou telle barre chocolatée va rendre la vie beaucoup plus fun. Et donc, c'est très difficile de passer d'autres messages. On a un peu l'impression de vider le soin à petite cuillère. Mais on peut se demander si les collectivités peuvent agir sur l'ensemble de ces messages, puisque en fait, ils sont portés à la fois à la télévision, sur Internet et sur les affiches dans les villes, par affichage public. Et en fait, les mairies, elles ne peuvent agir que sur l'affichage. Elles n'ont pas de levier concernant les autres supports. Et en fait, on a un exemple d'une mairie qui a agi en particulier sur cette question-là et qui a eu des résultats très efficaces. Donc, c'est Londres, le maire de Londres, en 2019, a pris une mesure où il a interdit les affichages pour des produits trop gras, trop salés, trop sucrés dans tout le réseau de transport public londonien. Euh, et une étude a été conduite pour essayer d'analyser l'efficacité de cette mesure. Donc 2000 ménages ont été inclus dans cette étude qui a porté sur 10 mois. Et on a constaté qu'en 10 mois seulement, juste en enlevant cet affichage, on avait une réduction de 385 kilocalories par semaine et par personne de la consommation dans leur consommation alimentaire. Donc, on a eu un véritable changement de l'habitude alimentaire des personnes. Et si cette politique avait été conduite sur un an, enfin, si on avait prolongé l'étude sur un an, ça aurait conduit à une diminution de 5% du nombre de personnes souffrant d'obésité. Et donc ça concerne la suppression d'un support pendant un an. Donc, on voit que ce type de mesure est possible, que ça a un impact. L'étude a aussi montré que 87% des Londoniens avaient été favorables à cette mesure et en avaient trouvé des effets bénéfiques. Euh, donc, ça ne permet pas de limiter la publicité sur d'autres supports, sur la télévision, sur Internet, etc. Mais ça permet aussi
mettre le sujet à l'ordre du jour du débat public. Et donc, comme ça vient d'être dit, c'est vrai que suite à ça, le Royaume-Uni a pris des mesures plus importantes et donc maintenant la publicité pour les aliments de mauvaise qualité est interdite à la télévision jusqu'à 21 h et sur Internet tout le temps. C'est une sorte de loi Evin de la malbouffe finalement. Voilà. Donc, simplement pour conclure que d'agir localement sur un affichage dans un espace public, c'est finalement une mesure qui est simple, qui est plébiscitée par la population et qui est vraiment efficace pour améliorer l'alimentation des personnes. Voilà. Merci beaucoup. On pourra y revenir dans les questions. C'est vrai que c'était un des points enfin, l'un des contre-arguments qu'on peut s'entendre, enfin, se préparer à entendre quand on parle d'affichage public extérieur au niveau local. C'est que ça ne couvre qu'une partie seulement des dépenses de communication commerciale que j'évoquais tout à l'heure. Et que du coup on n'agit que sur voilà, un volet restreint de cette communication commerciale. Mais c'est vrai que c'est intéressant déjà de souligner à ce stade que le fait d'avoir ce genre de mesures change déjà la physionomie de l'espace public autour des citoyens, des consommateurs, et aussi peut avoir un effet d'entraînement ensuite sur d'autres types de supports une fois que la mesure montre des résultats et que du coup elle peut être dupliquée sur d'autres types de supports. Donc ça, je pense que c'est intéressant à retenir dès ce stade de la discussion. Je cherchais le chiffre en même temps, c'est 5% le marché publicitaire en France pour les dépenses que je citais tout à l'heure qui vont vers l'affichage public. Mais on voit que ça peut quand même déjà avoir un effet d'entraînement plus fort. Maintenant, je me tourne vers vous, Ambroise. En tant que délégué à la transition écologique à la DGCCRF, vous avez une casquette un peu différente. Enfin, en tout cas, vous vous intéressez à la régulation de la publicité aussi avec la préoccupation de la protection de l'environnement. Et vous avez suivi de près l'actualité européenne et nationale en matière de régulation de la publicité. Pourquoi est-ce que la régulation de la publicité vous paraît un enjeu important dans le cadre de ces municipales donc, je vous invite à nous présenter aussi un peu plus la note que vous avez publiée avec Solutions de Transition. Oui, merci pour l'invitation. Je vais effectivement essayer de faire deux choses lors de mon intervention. D'abord, éclairer un petit peu les débats qui existent au niveau macro, au niveau national, au niveau européen, illustrer aussi pourquoi c'est un sujet compliqué de réguler la publicité. Faire le lien depuis les sujets sanitaires qui ont été développés par Lucie avec les aspects plus généralement de protection de la santé et de l'environnement qui sont évidemment très liés. Et puis présenter quelques pistes de réflexion qui sont exposées dans cette fiche de solutions de transition. D'abord, je commence par un argument qui est souvent avancé pour plaider contre toute forme de régulation de la publicité, c'est que la publicité, ça serait un outil pour aider les consommateurs à choisir parmi des produits dont ils ont besoin. Et que ça n'aurait donc pas nécessairement d'impact environnemental ni sanitaire d'ailleurs négatif, puisque c'est un outil d'information. Alors bien sûr, il y a une part d'information dans les publicités, mais globalement, on manquait de données pour répondre à ça. Je pense que chacun peut avoir ses convictions personnelles là-dessus, peut se sentir ou pas influencé à différents niveaux pour différents types de produits. Mais bon, on se doute bien que si la publicité existe et si elle entraîne autant d'activités, autant de dépenses, c'est bien que c'est pour attirer de nouveaux consommateurs vers de nouveaux produits et que ça ne se résume pas à un simple outil d'information. Bon, sinon, il y aurait peut-être que des étiquettes réglementaires et je ne suis pas là pour dire si c'est souhaitable ou pas, mais en tout cas, il y avait quelque chose à objectiver. Le rapport qu'évoquait Mathilde de communication et démocratie et de l'Institut Veblen il y a quelques années a apporté une brique importante à cette démonstration. Et
les pouvoirs publics sont revenus aussi sur cette question dans un rapport de 3 inspections générales, donc l'inspection générale des finances, l'inspection générale de l'environnement et du développement durable et l'inspection générale des affaires culturelles. Un rapport qui a été publié en septembre dernier, qui essaie de faire une revue des connaissances sur cette question et qui confirme sans ambiguïté que les publicités, les communications commerciales en général, ont un effet observable et quantifiable sur les comportements et contribuent à un rythme de consommation de ressources, aussi de consommation tout court, qui sont incompatibles avec nos engagements nationaux et européens. Donc c'est dit. Ce que ce rapport indique aussi, c'est un lien important avec des questions de protection des consommateurs, puisque la consommation qui est induite, qui est parfois pas si désirée que ça en réalité, pèse particulièrement sur les budgets des ménages, sur les budgets notamment des personnes vulnérables économiquement, sur les budgets des jeunes et sur leur santé. Et souvent, ces populations plus vulnérables se voient à la fois impactées dans leur santé et dans leur portefeuille. Ça fait le lien avec ce qui a été déjà dit sur les types de produits promus. Quelques chiffres pour filer ce qu'évoquait Lucie sur le domaine de l'alimentation et de la boisson. Dans ce rapport, on voit que 88% des publicités pour les boissons portent soit sur les sodas, soit sur l'alcool. Que 57% des produits promus aux heures d'écoute conjointes avec des enfants sont classés Nutri-Score D, E, auquel il faut ajouter 22% de publicité pour la restauration rapide. Donc voilà, on atteint quand même environ 80% aussi. On est dans ces ordres de grandeur-là qui montrent bien qu'il y a une orientation. Là, on ne parle même pas du volume de publicité, mais bien de ce sur quoi elle porte. Ça sera important plus tard pour parler de régulation aussi. Ce que l'on l'a dit là à propos des impacts sanitaires, on peut le dire aussi des impacts environnementaux. À nouveau, deux exemples. 45% environ des publicités automobiles aujourd'hui promeuvent des SUV. Et pour ce qui est de la publicité en ligne notamment, il y a une croissance très très forte. C'est essentiellement en ligne que se fait la croissance du secteur publicitaire aujourd'hui. Et dans l'exemple du textile, c'est x10 en 10 ans, la publicité en ligne pour les textiles. Et bien sûr, pas n'importe quel textile, c'est essentiellement au profit de la fast fashion. Donc la conclusion de ça, c'est que les publicités mettent en avant majoritairement des produits qui sont incompatibles avec un mode de consommation durable et que ça se fait au détriment des intérêts économiques, sanitaires et environnementaux des consommateurs. Donc de là, on voit bien un besoin de régulation qui est finalement assez objectivé et qui appelle des régulations à assez haut niveau. Alors pourquoi assez haut niveau? D'abord parce que ça concerne tout le monde, ça concerne beaucoup de secteurs, ça concerne beaucoup de vecteurs différents. Ça pose notamment pour la publicité en ligne et pour la publicité audiovisuelle des questions juridiques qui sont moins complexes et qu'aborde en détail ce rapport. Alors je ne vais pas le commenter ici, je n'interviens pas à ce titre, parce que j'ai contribué, mais je donne simplement 2 exemples parce que je pense que c'est important aussi pour articuler les différents niveaux de régulation, de comprendre quelles sont leurs possibilités, leurs limites aussi. Quand il s'agit de réguler la publicité en ligne, notamment, on va toucher à ce qu'on appelle la régulation du commerce en ligne, du e-commerce, qui est encadrée par une directive européenne, directive dite e-commerce. Sur la publicité à la télévision, à la radio, c'est les médias audiovisuels, pareil, directive SMA. Et ces 2 directives, elles incluent un principe juridique qui est un principe fort dans le droit de l'Union européenne, qui est le principe du pays d'origine, et qui en gros dit qu'un État membre n'a pas le droit d'aller plus loin que les autres États membres pour les entreprises qui y sont implantées, et que donc ce qui va s'appliquer, c'est bien la législation qui est prévue soit au niveau européen, bien sûr, pour tout le monde, soit au niveau de ces États membres en fonction du lieu d'implantation de l'entreprise. Ce qui veut dire que des règles nationales, elles doivent être notifiées, elles doivent passer un certain nombre d'étapes juridiques pour être validées, être examinées par la Commission, etc. Même à supposer qu'elles puissent être adoptées, mais il y a un certain nombre de règles qui pourront être appliquées qu'aux entreprises implantées dans l'État membre où les règles sont adoptées, ou hors de l'Union européenne. Et donc, toutes celles qui ont des implantations dans d'autres États membres, l'Irlande ou autres, ne sont pas touchées. On a un exemple très concret en ce moment. On a des exemples concrets, puisqu'on a eu des débats en droit national sur la régulation de la fast fashion. Ça permet d'en venir aussi sur un point important qui est l'accord
politique, l'accord des parties prenantes finalement sur l'intérêt de réguler la publicité, en particulier pour la fast fashion. C'est pas ça le sujet. Mais ensuite, des questions juridiques, et vous avez peut-être suivi l'actualité avec des avis circonstanciés de la Commission européenne sur l'ensemble des dispositions de cette proposition de loi, qui portait en particulier là-dessus, sur l'articulation avec la directive e-commerce, avec la directive SMA, avec un autre texte que je n'ai pas abordé, mais qui est le DSA, et qui pointe donc ces fragilités, voire ces non-conformités au droit européen. Et donc là, bon, je ne commande pas plus avant parce que la fin de l'histoire n'est pas dite. Hein, je ne suis pas là pour ça, mais le débat juridique, il porte beaucoup là-dessus. Et il y a bien entendu un aspect plus politique aussi, qui est l'effet d'entraînement que peuvent apporter ces débats, la simple existence de ces débats, hein, pour obtenir des choses similaires au niveau européen. Et probablement, un des enjeux au niveau européen, c'est de mettre à jour certains textes, donc ceux que j'ai évoqués notamment, ou de mieux faire appliquer aussi, de changer la manière d'appliquer d'autres textes. Sur le DSA, par exemple, sur la régulation des acteurs du numérique, il y a la notion de risque systémique. C'est-à-dire que les acteurs, les plateformes notamment, ils doivent prendre en compte ce qu'on appelle les risques systémiques. La protection de l'environnement en tant que telle, il y a besoin qu'elle intègre ces risques systémiques et qu'on, petit à petit, il y ait de la jurisprudence, de la doctrine. Comment on prend en compte la protection de l'environnement en tant que risque systémique dans la régulation du numérique. Ça paraît très théorique hein, comme ça, mais en fait, c'est de ça qu'on parle quand on parle de réguler l'information en ligne. Et là-dessus, voilà, il y a beaucoup d'initiatives politiques à haut niveau pour arriver à le faire. La France est plutôt isolée, hein, mais c'est des choses qui prennent des années. Donc ça, petit à petit, ça nous amène un peu à revenir à l'échelle du terrain. C'est notamment pour ça qu'il a été jugé intéressant de travailler avec le LIER à une question à l'autre bout du spectre, finalement, au niveau local, parce qu'on voit que les questions juridiques qui se posent ne sont pas du tout de même nature. Les questions de fond, les motivations de fond peuvent être les mêmes, mais les questions juridiques qui se posent ne sont pas de même nature. Et puis, dans un contexte préélectoral, il y a un autre point qui nous a interpellés, c'est ces sujets, globalement, on a plutôt l'impression qu'ils font consensus, en fait. Alors qu'il y a quand même beaucoup de sujets de régulation environnementale qui sont polarisants ou polarisés. Bon, là, je prenais l'exemple de la proposition de loi sur la fast fashion, unanimité politique, malgré des grosses difficultés juridiques, mais unanimité politique. On a pu observer des expressions des parties prenantes même, pas caricaturées, mais dans les grandes lignes, les Amis de la Terre et le MEDEF n'avaient pas un discours très différent. Ça aussi, c'est quand même assez rare. Bah, quand il y a des sujets comme ça donne envie de dire, bon, allons-y, il n'y a pas tant d'occasions. On a aussi recueilli le témoignage d'un élu local pour préparer cette fiche pour le LIER, qui a donc mené une démarche de régulation de la publicité. Je précise que ce n'est pas Monsieur Namur, hein, et qui nous a dit « L'idée a semblé de bon sens à un public très large. Et pourquoi ? Parce que ça permettait d'aborder en fait plein de préoccupations, et pas seulement des préoccupations sanitaires ou environnementales, des impacts sur l'image des femmes véhiculées dans les publicités, des impacts directs sur la protection des paysages, des entrées de ville par exemple, que beaucoup de gens estiment défigurées par les panneaux publicitaires. Ça peut même se rattacher à des ambitions de protection du patrimoine. Donc là, on voit que les personnes touchées ne sont pas forcément des mêmes orientations politiques, mais ça fait quand même consensus de réguler la publicité dans les espaces publics. La pollution lumineuse, la consommation énergétique que ça peut induire, etc. Et donc finalement, dans cette collectivité, c'était 80% de la population qui était favorable à la régulation. Et je peux rebondir un peu sur ce qu'évoquait Lucie tout à l'heure aussi. Hein. L'obésité, c'est un sujet du quotidien, ça parle à tout le monde. Finalement, l'obésité informationnelle ou publicitaire, ça touche aussi tout le monde. Et c'est un besoin largement partagé. Donc la question qui peut se poser maintenant, c'est est-ce que c'est aussi compliqué au niveau local qu'au niveau européen ? Donc c'est comment amorcer le dialogue aussi là-dessus, puisqu'on voit qu'il y a des signes d'adhésion, il faut porter le débat. Et donc c'est l'invitation que fait le LIER à l'occasion de la publication de cette fiche. C'est important, c'est intéressant de porter le débat lors des municipales. Ça ne préjuge pas de la solution, mais il faut identifier des pistes de mesures pour ça. Principalement, on en a identifié deux. L'une qui porte sur les cas où la collectivité fait le choix de dédier une partie de l'espace public à de la publicité.
et à la main, en partie, sur l'identification sur ce marché-là, en fait, notamment par une gestion en régie ou une gestion directe en régie, parfois par la collectivité elle-même, qui permet, alors on a dit réglementer le contenu des publicités gérées par une régie publicitaire. En fait, on aurait pu dire choisir, orienter, trier. C'est pas de la réglementation en tant que telle, c'est juste des clauses, en fait, qui peuvent être prévues lors dans les contrats, par exemple de gestion du mobilier urbain ou de gestion de certains équipements publics. Et donc là, c'est la collectivité qui gère son espace et qui peut, notamment lors des renouvellements de ces marchés, il ne s'agit pas de revoir les règles en cours de route, a priori, mais qui peut décider d'orienter les choses. Le fondement juridique qu'on peut voir à ça, et je ne préciserai pas qu'évidemment, il y a toujours forcément une partie de risque juridique, parce qu'il y a peu de cas, il y a peu de jurisprudence, mais un des fondements juridiques qui pourrait être invoqué, c'est que la commande publique doit participer à des objectifs de développement durable dans leur dimension économique, sociale et environnementale. Par ailleurs, on parle là de contrats qui sont passés par les collectivités et il y a un principe de liberté contractuelle qui doit permettre d'envisager certains critères. Ils doivent être proportionnés, ils doivent préserver également la libre concurrence, mais des critères d'exclusion pour des raisons sanitaires, sociales et environnementales, a priori, ne paraissent pas quelque chose de juridiquement aberrant. Néanmoins, il y a peu, voire pas de jurisprudence. Cette publication du LIR peut aussi permettre d'ailleurs de recueillir des témoignages sur des difficultés juridiques que les uns et les autres auraient rencontrées. Mais on peut imaginer des solutions aussi plus prudentes que des critères d'exclusion, c'est des critères positifs. Et certaines collectivités l'ont fait, par exemple en prévoyant des proportions minimales de publicité sur certaines pratiques, sur des modes de transport décarbonés, sur certaines pratiques alimentaires, sur le tourisme local, sur le commerce local. À nouveau, en termes de motivation, ça rejoint des aspirations de la population assez largement partagées pour soutenir, par exemple, les acteurs économiques locaux. Et donc, il peut s'agir de favoriser un redéploiement des dépenses publicitaires et des contenus promus, pas nécessairement d'une abolition de toute forme de communication commerciale. Donc il y a un éventail très large. Ça peut aller, comme on le verra, du non-renouvellement pur et simple des contrats de régie à des choses beaucoup plus souples comme des orientations ou des chartes pour promouvoir certains contenus. Et puis deuxième exemple, avant de terminer, c'est d'utiliser cette fois-ci la possibilité de réglementer, pour le coup, au travers du règlement local de publicité que les collectivités peuvent adopter, qui est un document d'urbanisme à l'origine. Et là, on parle de l'ensemble de l'espace de la commune. Et le maire peut là prévoir un certain nombre de prescriptions. Ces prescriptions, elles portent pas tant sur le contenu que sur les modalités. Mais en fait, les modalités, ça touche beaucoup de choses. Ça permet de toucher le nombre, le format, l'emplacement, les caractéristiques, notamment numériques ou pas. Et donc là, il y a eu plusieurs exemples également de régulation sous cette forme pour éviter trop de panneaux, trop grands, trop lumineux, etc. Y compris au voisinage de certains types d'établissements. Il y a eu des cas de régulation à proximité des écoles, par exemple. Un point de vigilance, là, comme je l'ai signalé pour l'autre mesure, c'est la concertation qui est indispensable. Parce que, bien sûr, que l'on parle de réguler les types de contenus ou les caractéristiques, les modalités, je crois qu'il faut absolument éviter l'écueil de paraître prescrire ce qui est bon ou mauvais, ce qu'il faut consommer ou pas. Et particulièrement quand on parle de régulation de l'information, c'est un écueil. Dans les temps de désinformation dans lesquels on vit, il y a facilement d'instrumentalisation de ce type de propos. Il faut revenir au témoignage des élus, là, ce à quoi la population aspire. Donc pour ça, il faut le concerter, il faut l'étudier. Et on parle bien de réduire certaines injonctions contradictoires subies, non choisies, qui viennent de certaines publicités, en le rééquilibrant par quelque chose qui est choisi démocratiquement. Il ne s'agit évidemment pas d'imposer des restrictions qui ne correspondent pas aux attentes de la population. Et donc, plusieurs élus ont témoigné sur l'aspect de concertation qui était important sur ces sujets-là. Voilà, j'ai beaucoup parlé, je m'arrête là. On pourra revenir sur certains aspects pour les questions. Non, merci beaucoup. Je retiens de la présentation que vous avez faite du rapport des 3 inspections qu'effectivement, il était à plusieurs reprises mentionné dans ce rapport que les enfants, les adolescents, les personnes âgées ou les personnes à faible revenu étaient particulièrement vulnérables à la publicité. Et donc ça aussi, c'est un motif
Et d'ailleurs, il y a certaines interdictions ou régulations qui visent dans certains pays spécifiquement les heures d'écoute pour les enfants, etc. Enfin, donc c'est aussi un motif supplémentaire d'intervenir. Et par ailleurs aussi, moi, une chose qui m'a marqué en travaillant sur ce sujet-là, c'est qu'effectivement, on nous dit souvent que la publicité est un vecteur de promotion de l'innovation et que ça permet de mieux faire fonctionner le marché et de faire connaître des nouveaux produits, des nouveaux services, etc. Ce qu'on voit, c'est qu'avec cette ultra concentration du marché, en réalité, c'est plutôt une barrière à l'entrée au marché pour des nouveaux acteurs qui auraient des choses nouvelles à proposer. Et que du coup, cette barrière, elle fait que ceux qui investissent le plus dans la communication commerciale ont la capacité de faire croire que leurs produits sont particulièrement différents de ceux des autres et donc ils ont une capacité à fixer des prix plus élevés que ceux qui font moins de publicité. Et donc finalement, une partie du coût de cette publicité se retrouve aussi dans le prix d'achat final. C'était évoqué dans le propos, mais je pense que c'est important de le souligner puisque ça fait partie des débats sur lesquels les économistes ont longtemps tergiversé. On a déjà 2 questions qui portaient sur les exemples qui ont été donnés sur le Royaume-Uni. Je me disais qu'on pouvait peut-être y répondre juste avant de donner la parole à Gilles Namur, si vous nous le permettez, Gilles. Il y avait une première question qui était: est-ce qu'à Londres, les publicités sur l'alimentation néfaste ont été remplacées par des messages positifs ou est-ce que ces publicités ont été seulement retirées ? Et de la même personne, est-ce que du coup cet exemple du Royaume-Uni a pu se faire parce que les règles de publicité, parce qu'ils sont plus dans l'Union européenne, pardon, ou est-ce que ce serait possible pour nous? Je ne sais pas si Lucie, Ambroise, vous avez des éléments de réponse sur ces deux questions, Lucie? Je vais peut-être prendre la première et puis je laisserai Ambroise parler de la deuxième. Ça n'a pas été remplacé par des... Enfin, d'après ce que j'ai lu, ça n'a pas été remplacé par des messages favorisant une alimentation saine. C'est juste que le, le maire a interdit les messages portant sur une alimentation malsaine. Mais donc, ça a été remplacé par d'autres messages publicitaires sur d'autres produits. Donc, probablement des voitures, des parfums, enfin, ce qu'on voit habituellement. Donc, de fait, ça limite les impacts sur la santé, mais il reste des publicités qui ont d'autres impacts. Mais je trouve que c'est un moyen, aborder le sujet de la publicité sous cet angle-là en particulier permet d'avoir un retour direct pour les personnes du territoire qui voient voilà, un intérêt direct sur leur santé immédiatement. Mais c'est une vraie question qui est parfois posée. On a du mal dans les études à savoir s'il y aurait un effet de report ou pas. A priori, ce ne serait pas des pertes sèches pour la régie publicitaire en question si on parle d'interdiction sectorielle, mais plutôt des reports vers d'autres types de produits, non? Oui, à ma connaissance, il y a pas d'études très fines là-dessus. On peut, je pense, avec certitude dire que ce ne serait pas une perte sèche. Après, petite contraction potentiellement quand même, parce qu'on voit bien que les annonceurs, peut-être en plus de moyens dans les secteurs qui posent problème, hein, c'est ce que traduisent les données sur la répartition des produits promus. Et donc si dans une commune, toutes les publicités pour les sodas, les boissons, la restauration rapide étaient remplacées par des publicités pour je sais pas, des réparateurs électroménagers et de la vente en vrac, on peut imaginer que les annonceurs n'ont pas les mêmes moyens à mettre derrière et que donc il y aurait une difficulté à la pure substitution. Après, on peut imaginer qu'il y ait de la diversification. Certains ont fait le choix de favoriser aussi des communications institutionnelles associatives. Bon, tout ça, ça a un coût. Hein. Donc, pas réduire à zéro le risque de perte financière, mais néanmoins, ce n'est pas une perte sèche. Et sur la deuxième question, est-ce que ce type de régulation aurait pu avoir lieu au sein de l'Union européenne? À ma connaissance, la première restriction qui a été apportée, c'était sur les publicités en physique, hein, dans le réseau de transport. Et donc ça relève plutôt de la régulation locale. Et donc, je pense que ça aurait été tout autant possible. Et d'ailleurs, je crois même que c'est antérieur au Brexit. En revanche, ce qui est intervenu plus récemment sur des interdictions dans l'audiovisuel, là oui, là pour le coup ça touche à l'articulation avec le droit européen et donc ça n'aurait vraisemblablement pas été possible sous cette forme, en tout cas sans validation par la Commission et après une procédure longue et complexe avec les autres États membres. Merci. N'hésitez pas à... Juste
poser vos questions en ligne sur les solutions qui sont prévues à cet effet. Oui, Lucie. Ouais, juste pour apporter un tout petit complément par rapport à ce que vient de dire Ambroise, sur les interdictions sur les supports numériques, quand il s'agit de sujets liés à la santé, c'est plus facile que d'autres sujets. Et donc, par exemple, la loi E20 en France interdit déjà les publicités pour le tabac et l'alcool sur n'importe quel support, affichage, télé numérique, et c'est conforme au droit européen. Donc, sur la question de la malbouffe, si on la présente sous l'aspect santé, c'est plus facile à défendre au niveau du droit européen que sur d'autres sujets. Que Si la on, loi fast fashion, Merci par de le exemple. préciser, j'ai été voilà, victime de mon biais environnemental. voilà. Par exemple, Merci. les questions d'interdiction de la publicité sur la fast fashion, là, effectivement, l'articulation avec le droit européen est plus difficile, mais sur les questions de santé, c'est plus facile. Ce sont des questions qui font plus facilement consensus aussi. D'où l'intérêt à utiliser cette question des co-bénéfices entre la santé et l'environnement dans l'approche sur la régulation. On se tourne maintenant vers Grenoble. Gilles Namur, merci d'avoir attendu jusqu'à maintenant. La ville de Grenoble a souvent été citée en exemple pour les décisions qui ont été prises déjà il y a quelques années et qui avaient été assez fortement commentées dans le débat public au niveau français. Je sais que vous avez aussi eu des échanges avec des collectivités dans d'autres pays suite à ces décisions et que vous ne vous êtes pas arrêté à cette première décision. Il y a eu d'autres actions qui ont ensuite été menées à l'échelle de la métropole. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit retour d'expérience? Quelles ont été les leçons apprises tout au long de ces travaux et quelles sont les pistes que vous voyez pour la suite? Oui, bonjour à tous et à tous. En effet, je vais quand même pas mal rebondir finalement sur les deux témoignages précédents, puisque effectivement, toutes les raisons qui ont été invoquées, qui concernent la santé ou encore le paysage, ont été effectivement les moteurs de l'action qui a été entreprise sur la ville de Grenoble. On le sait, hein, ça a été dit, la publicité dans les smartphones, les télévisions, les journaux, les magazines, les radios, les réseaux sociaux, et puis bien sûr sur l'espace public ou encore les écrans derrière les vitrines des magasins. Elle est partout. Les publicités, elles utilisent chaque canal à leur disposition, chaque faille finalement dans les réglementations pour les promouvoir, leurs produits, leurs services, pour capter effectivement la moindre fraction de notre attention. Ça a été dit, hein, ces messages ils sont imposés, ils génèrent une pollution visuelle dans les villes en particulier, et puis aussi cette publicité elle reflète un monde passé, on va dire, auquel la société n'aspire plus, c'est-à-dire cette consommation de masse, la malbouffe, des produits polluants, des produits qui viennent du bout du monde, et puis en particulier, nous avions une attention concernant les enfants qui n'ont pas le recul nécessaire pour prendre la distance nécessaire avec le message qui est transmis et qui engendre des messages, des troubles alimentaires par exemple, ou encore l'intériorisation de certaines valeurs désuètes ou même carrément rétrogrades. Ce qui était un peu particulier, c'est de voir que depuis quelques années, effectivement, des efforts ont été faits aux heures de grande audience du jeune public à la télévision, qui diffuse moins de publicité, par exemple, pendant les programmes de dessins animés ou des choses comme ça. Et puis, quand le gamin il sort de chez lui, sur le chemin de l'école, en fait, il se retrouve face à des panneaux publicitaires où, en fait, ils sont imposés des publicités sur les SUV, sur de l'alcool ou encore la lingerie féminine. On avait vu effectivement que des enquêtes à l'époque, en 2013, Publicité et Société montraient qu'une majorité de Français trouvaient la publicité envahissante, à 73%, intrusive à 85%, ils la trouvaient agressive, omniprésente sur les écrans, dans leurs magazines et dans l'espace public. Et puis aussi, ce qui était important pour nous, c'était de dire que, et c'était montré par l'Observatoire de la publicité sexiste, que dans 89% des campagnes publicitaires, en fait, les experts, c'est toujours des hommes, que les publicités destinées aux femmes ont massivement recours finalement aux injonctions à la beauté, à la jeunesse, à la minceur. On avait encore des codes de couleur rose pour les filles, bleu pour les garçons, qui est encore largement utilisé. Et donc on avait volonté de mettre un peu un coup de pied dans toutes ces injonctions, ces façons de faire. L'affichage publicitaire finalement a été conçu dans les années 60, parfois présenté comme un distributeur de bonheur, comme quoi finalement ça participerait à l'animation de la ville.
À Grenoble, c'est en 76 que sont apparus ces panneaux publicitaires avec ces objectifs, hein, de viser la répétition en masse des messages publicitaires, des grands groupes, les grands formats, avec surtout une stratégie d'implantation de visibilité maximale pour les automobilistes. Des formats et des lieux d'implémentation qui ont été utilisés pour un usage de la ville qui ne correspond plus à celle d'aujourd'hui, à celle qu'on veut mettre en place, et puis qui ne correspond plus aux aspirations de ceux qui y habitent, qui travaillent, qui grandissent, qui vieillissent dans la ville. Et donc, là aussi, c'était le bon moment pour revoir les choses. Avec l'arrivée de la nouvelle municipalité écologiste en 2014, effectivement, il y avait une volonté, ça faisait partie du programme électoral, de retirer les panneaux publicitaires partout où la ville elle pouvait intervenir. Il se trouve que, effectivement, dès le début du mandat précédent, le contrat publicitaire avec JC Decaux arrivait à échéance. Il fallait prendre la décision de le renouveler ou pas. Et donc, de manière un peu précipitée, la ville a tout simplement décidé de ne pas renouveler ce contrat publicitaire avec JC Decaux, ce qui a fait que JC Decaux a dû retirer ces panneaux d'affichage publicitaire, les sucettes et les grands 4x3, tous ces panneaux partout dans la ville. Là, l'enjeu pour les villes et la plus grosse difficulté, c'est l'enjeu financier. Parce qu'en fait, finalement, ne pas renouveler un contrat, c'est simple, on renouvelle pas le contrat, les panneaux publicitaires disparaissent. Par contre, effectivement, c'est un gain financier qui disparaît pour les villes. À Grenoble, c'était 600 000 euros de revenus annuels qui étaient perçus jusqu'en 2014. Simplement, les publicitaires se rendent compte que l'affichage publicitaire dans les rues, les 4x3, ce genre de choses, a beaucoup moins d'impact sur les gens que les écrans, que les smartphones, que tous les nouveaux formats de support de la publicité. Et donc, ce que JC Decaux nous proposait à l'époque, c'était revoir drastiquement à la baisse le contrat et ne nous proposait plus que finalement 150 000 euros par an. Donc, en fait, quand on s'est abstenu finalement de renouveler ce contrat, on perdait 600 000 par rapport à l'année précédente, mais de toute manière, on n'aurait gagné que 150 000 euros, et ce qui était pour nous relativement facilement compensable, ne serait-ce que par la baisse des indemnisations des élus, la baisse des frais de bouche, du protocole, et ça a été assez transparent, et surtout ça a été absolument, non visible par les habitants, puisque ce n'était pas du service public en moins, ce n'était uniquement du fonctionnement qui a compensé finalement cette perte. Donc ça nous a permis donc de retirer 326 panneaux publicitaires dans l'espace public. C'est l'équivalent de 2000 mètres carrés de publicité, hein, c'est presque 3 terrains de foot qui ont disparu, remplis de publicité qui ont disparu de l'espace public. Et puis, ça a été l'occasion de travailler aussi plein de symboles. L'un des premiers symboles, c'est qu'en fait, sur cet espace gagné, on a planté des arbres à la place exacte de certains panneaux. Une cinquantaine d'arbres ont été plantés là où il y avait un panneau avant, ce qui correspond à une démarche importante de la ville, de végétalisation massive de la ville pour s'adapter au changement climatique. Un bel exemple, c'est qu'aujourd'hui, quand on rentre dans la ville, en venant de la vallée du Grésivaudan, en passant par-dessus le pont des hôpitaux, au lieu de tomber sur un grand panneau avec la publicité pour des SUV, aujourd'hui, on a un magnifique magnolia qui va d'ailleurs pas tarder à fleurir, puisqu'il fleurit très tôt. Et puis, on avait aussi cette volonté de construire ou de reconstruire une ville pensée à hauteur d'enfant, une ville qui est moins agressive, moins stressante, qui est plus au service de la créativité, de la rencontre, de notre identité, et donc de revoir l'usage de l'espace public pour en faire pas juste un lieu finalement dédié au commerce, aux intérêts économiques, avec des terrasses, des étals commerciaux ou encore de la publicité, mais plutôt des lieux d'exercice de la citoyenneté, de rencontres pour les plus jeunes, les moins jeunes, enfin des lieux où on vit pleinement et pas juste participer au modèle économique de notre société. Ce qui était aussi important pour nous, c'était travailler les mobilités actives, essayer de réduire la place de la voiture et donc favoriser la marche et le vélo en particulier. Et donc tout gain sur l'espace public était bien sûr bienvenu. Pour libérer les trottoirs, puisque en fait pour les PMR, pour les piétons tout simplement, en fait, retirer les panneaux, ça libérait de l'espace, mais ça permet aussi de mettre en sécurité les cycles et de créer des pistes qui leur sont dédiées, séparées du trafic automobile.
les panneaux publicitaires étaient un obstacle au développement de ces pratiques. Et puis l'aspect paysage qui est important, hein. Nous, à Grenoble, on a une citation de Stendhal qui dit qu'au bout de chaque rue, il y a une montagne. C'était sans doute vrai à son époque, mais nous, on a connu, la réalité, c'est qu'au bout de chaque rue, il y avait un panneau publicitaire qui empêchait de voir les montagnes qui entourent Grenoble, qui empêchent de voir le paysage. On ne voyait plus au bout de nos rues. Et c'est vraiment la France moche, hein, qui s'imposait à tout et chacun, et même dans les centres-villes, même dans les centres-villes un peu historiques. Donc ça, c'était un sujet. Et puis, quand les publicitaires ne cachaient pas les montagnes, eh ben, elles cachaient les enseignes des commerces locaux, des commerces de proximité, qui étaient simplement cachés par les panneaux publicitaires à l'entrée des rues, dans certaines rues piétonnes du centre-ville de Grenoble. En fait, on avait vraiment des enseignes. On ne voyait pas les magasins qui étaient à l'intérieur de cette rue parce que certains panneaux venaient à l'entrée de la rue, venaient non seulement gêner le passage, mais en plus bloquer la vue sur les enseignes. Et c'est d'ailleurs pour ça, et c'est important de le dire, que finalement, les entreprises, les commerces locaux n'ont vraiment pas regretté la disparition de ces panneaux. Bien au contraire, ils voyaient ça comme une sorte de concurrence déloyale pour les entreprises locales, les artisans, les commerces locaux, puisque, ils n'utilisent pas ces panneaux, ils n'ont pas les moyens de se payer ces publicités face aux grandes marques, aux grands groupes, aux hypermarchés. Et puis deux, en plus, ça venait parfois, effectivement, même carrément gêner leur commerce, leur visibilité. Donc c'était aussi un argument fort qui a fait qu'en fait, en termes d'opposition, en dehors une certaine opposition, on va dire politique, qui disait vous passez d'une manne financière pour pouvoir faire autre chose. C'était le seul argument finalement qui a fait débat, mais sinon pour le reste, tout le monde était d'accord sur le fait qu'on n'en veut pas, on n'en a pas besoin. On a tout intérêt à ce que cet affichage, cette pollution visuelle sur l'espace public disparaisse. Par contre, il est important pour nous de compenser aussi la disparition de ces panneaux par le besoin finalement que les Grenobloises et les Grenoblois ont de pouvoir s'adresser aux autres Grenobloises et Grenoblois. Et donc, ça s'est traduit par la pose de panneaux d'affichage libre, avec une certaine réglementation, mais c'était affichage pour les associations, affichage pour le milieu culturel, mais aussi une importance pour la communication institutionnelle de la ville, de la métropole. Donc, on a mis en place des panneaux d'affichage libre en concertation avec les habitants pour définir les meilleurs endroits possibles, les endroits où on se rencontre, les endroits où on passe, la proximité d'école pour les parents d'élèves qui sont différentes animations ou les associations de quartier. Et donc, on a mis ça en place pour pouvoir continuer à avoir de la communication intra-habitant et puis aussi la communication institutionnelle avec la mise en place d'un mobilier dédié, conçu par un designer avec des petits formats de manière assez réduite et pour passer de cette pub pour les SUV, par exemple, comme à de la pub plutôt institutionnelle ou culturelle. Échanger avec la ville et rester en contact, les habitants entre eux et puis la ville avec les habitants. Alors, par contre, effectivement, la publicité n'avait pas complètement disparu de l'espace public, puisqu'en fait, on avait différents contrats. Les arrêts de bus et les arrêts de tram, c'était un autre contrat géré par un comité syndical des transports qui avait son propre contrat avec JC-Deco. Simplement, cette transformation dans l'espace public, bien perçue par toutes et tous, a amené le syndicat mixte de revoir son contrat avec JC-Deco et de revoir complètement à la baisse le nombre sinon de supports commerciaux sur les arrêts de tram et les arrêts de bus. Et donc là aussi, 324 encarts ont été retirés sur toute l'agglomération, sur les abribus, avec quand même une compensation, c'était dire ils retirent beaucoup de panneaux publicitaires, mais en compensation, on les autorisait à mettre certains écrans numériques, ce qui a fait beaucoup de débats. Nous, ce qui était important pour nous, c'était de dire en fait, allez, ok, on autorise quelques panneaux publicitaires, une cinquantaine sur toute l'agglomération, panneaux publicitaires numériques sur l'agglomération, mais à condition que ce ne soit pas des vidéos, à condition que, bien sûr, ce soit des affichages basse consommation, à condition que l'éclairage en soirée, la nuit, soit éteint ou fortement réduit. Enfin voilà, il y a eu pas mal de conditions qui ont été mises en place et finalement, pour l'instant, il n'y a que 25 de ces panneaux numériques qui ont été installés sur les 50 auxquels ils étaient autorisés. Ce qui est remarquable quand même, c'est qu'une fois que la démarche a été lancée,
en fait, il n'y a pas eu d'émoi, il n'y a pas eu de scandale ou de gens qui sont manifestés contre, encore une fois, en dehors de certaines oppositions politiques sur les aspects budgétaires. Il y a eu aucune difficulté. On a souvent dit que la publicité, c'est un peu comme une rage de dents qui s'arrête. Dès qu'elle n'est plus là, on l'oublie complètement. Par contre, elle aurait tendance à se réveiller, cette rage de dents, dès qu'on va dans d'autres villes et qu'on se sent agressé finalement par ces panneaux qu'on voit à chaque point de rue et dont on a complètement oublié la présence à Grenoble. D'ailleurs, quand les gens viennent à Grenoble, personne ne nous parle de la publicité. Enfin, personne ne nous dit c'est génial, il n'y a pas de pub, parce qu'en fait, on s'en rend pas compte quand il n'y a pas de pub. J'ai jamais eu quelqu'un qui m'a dit, en arrivant à Grenoble, ah, c'est étonnant, je vois pas de publicité. En fait, on n'y fait pas attention, c'est tout. Elle n'est pas là, et personne s'en étonne, ni positivement, ni négativement, parce que, elle n'existe pas, et on oublie très vite que c'est important. Le dernier point qui était important pour nous, effectivement, c'était comment la communauté de communes, donc la métropole, elle s'approprie aussi ça. Cette expérience grenobloise ayant été très bien perçue, l'idée c'était de prolonger la démarche au niveau des communes avoisinantes, puisque Grenoble est entouré aussi de villes, et dans certaines villes, il y a aussi beaucoup d'espaces commerciaux. Souvent, quand on rentre dans Grenoble, on passe par ces grandes avenues avec plein de commerces et énormément de panneaux publicitaires partout. Et pour nous, il est important qu'on arrive à aller au-delà de la ville. La métropole, on a été plutôt agréablement surpris par la réaction de la métropole, qui a donc travaillé sur le règlement local de publicité intercommunal et qui est allé avec un niveau d'ambition assez important pour réguler la publicité. Toutes les tendances politiques des différentes villes se sont associées à ce règlement. Il a été adopté par toutes les communes de manière large, qui veut dire que le cap culturel a vraiment été franchi, et beaucoup de communes ont suivi donc ce chemin qui vise à supprimer leur contrat avec Deco, et aussi appliquer le règlement local de publicité. Donc fini les 4 par 3 sur toutes les communes. La publicité, elle est limitée maintenant à 4 mètres carrés, sur certaines zones uniquement, autorisées, en nombre très restreint. Sur Grenoble, sur les villes, pour résumer, c'est 90% du territoire où toute la pub a été bannie. Donc, de l'espace public, ça c'est 100%, mais il restait les espaces privés visibles depuis l'espace public, où on a pu limiter de manière drastique. On a pu publiciter sur les toitures, qui défigurait les paysages. On a interdit le numérique, sauf quelques exceptions dont j'ai parlé sur les arrêts de tram et de bus. On a supprimé l'éclairage nocturne des publicités, fini aussi la publicité vraiment aux abords des écoles. Et puis, on a une démarche globale de préservation des publics sensibles ou non avertis. Fini aussi la publicité en centre historique, dans les centres des villages, dans les lieux, on va dire, touristiques. Et puis, on a mis aussi en place des restrictions drastiques sur les enseignes ou les pré-enseignes qui défigurent aussi nos paysages. Quand on a un McDo qui est indiqué 1 kilomètre avant, 500 mètres avant, 300 mètres avant, 200 mètres avant, enfin tout ça fait des panneaux de partout avec de la publicité. Et donc on s'est affranchi de tous ces panneaux un peu partout dans la ville. Et puis ambition qui s'est retrouvée un peu partout. Pour nous, c'est vrai que c'est un vrai pas en avant dans la lutte contre la franche moche, vrai pas en avant sur ces injonctions à consommer, en particulier auprès des enfants, je dis, je redis, et puis préservation donc du patrimoine, des paysages, et puis de l'espace pour circuler, pour vivre. C'était important. Donc Grenoble était effectivement la première commune en Europe à limiter la publicité de manière aussi importante. C'est un choix ambitieux pour lutter contre des espaces publics faits de publicité qui n'allaient pas donc, dans le sens d'une société libre où les individus peuvent choisir d'y être exposés ou non. Et donc ces limitations ont permis de s'étendre à un public plus large, et puis de planter des arbres, de faciliter les mobilités, de mieux valoriser nos paysages. On est plutôt satisfait, effectivement. J'ai reçu, en particulier en 2022, lors de Grenoble a été élue capitale verte européenne, donc on a reçu énormément de délégations partout dans le monde, et énormément de gens nous ont interrogés sur cela, sur ce qu'on avait mis en place, comment on pouvait le mettre en place. Alors maintenant, effectivement, on va certainement en reparler, mais c'est vrai qu'il y a encore plein d'autres combats qui ont été
évoqué dans les deux témoignages précédents, d'interdiction de certaines publicités en particulier, s'attaquer à la publicité dans les écrans, dans les vitrines. La loi nous permet de faire des choses supplémentaires qu'on n'a pas pu mettre en place sur la fin de ce mandat-ci et auquel il va falloir s'attaquer pour le prochain mandat, et ça va être un objet de, je dirais pas tant de débat, mais là on va quand même toucher au commerce, aux vitrines des commerces. Donc là, c'est sûr qu'il va falloir qu'on discute de ça de manière beaucoup plus concertée. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Je vous remercie. Merci beaucoup. Moi, j'ai une première question, parce qu'on évoquait le fait qu'il y avait peu de jurisprudence sur les mesures qui ont déjà été adoptées. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été attaquées dans ces décisions-là, ou il n'y a pas eu de difficultés juridiques spécifiques? Non, vraiment, absolument aucune difficulté juridique. On n'a pas du tout été attaqué à aucun moment sur le règlement et sur l'espace public. Ça, c'est encore une fois, je dis, c'est la fin d'un contrat finalement, tout simplement. Hein. On n'a pas pris de contrat, on autorise personne à venir mettre des panneaux publicitaires sur l'espace public. Et sur l'espace privé, le règlement local de publicité intercommunale, donc décidé à l'échelle métropolitaine, n'a fait l'objet d'aucun recours. Il y a eu une consultation publique avec l'avis d'un commissaire enquêteur, et tout avec un avis positif, et derrière, tout s'est très bien passé. Donc on retient que peut-être que c'est presque plus facile d'agir à l'échelle locale, et que les solutions, peut-être des fois les plus ambitieuses, sont les moins attaquables s'il s'agit de rompre un contrat, que s'il s'agit d'introduire des critères dans un sens ou dans un autre. C'est le bon moment pour prendre des questions. Il y en a déjà quelques-unes dans la salle. N'hésitez pas, en ligne, si vous en avez, on les lira aussi. Françoise, tu as une première question? Oui, bonjour, Françoise Paclot, collectif Paysage de l'après-pétrole. On a publié des choses sur la publicité dans le paysage. Je vous encourage à aller sur notre site retrouver l'article d'Alain Frétel. Et j'avais une question concernant l'espace public parisien qui nous concerne. Il y a deux aspects. Qu'est-ce qu'on peut faire sur les espaces concédés, comme celui du métro, du RER, des réseaux Île-de-France de transport? Et deuxième question, entre la peste et le choléra en termes énergétiques, qu'est-ce qui est pire, les panneaux lumineux ou les 4x3 en papier? Alors, je répète la question pour ceux qui sont en ligne. Françoise Paclot de Paysage de l'après-pétrole, qui renvoie à des publications qui ont été faites. On peut en mettre d'ailleurs dans le petit vademecum qu'on distribuera à la fin de cette semaine, sur cette séance. Et la question portait sur l'espace public, à la fois qu'est-ce qu'on peut faire, comment agir sur l'espace qui a été concédé, notamment dans les réseaux de transport, avec l'exemple francilien, et par ailleurs sur les impacts écologiques comparés d'un panneau publicitaire simple 4x3 par rapport à un panneau lumineux. Qui veut commencer à répondre? Gilles, sur ce sujet-là, vous avez des... Oui, alors, sur l'espace concédé, c'est ce qu'on a vécu, nous, à Grenoble, hein, quand on a supprimé la publicité de l'espace public. Effectivement, il restait tous les arrêts de tram et les arrêts de bus sur lesquels, effectivement, la ville n'avait pas la main mise. Il fallait passer par le syndicat transport, qui aujourd'hui s'appelle le SMAC, qui est à l'échelle, on va dire, plus que métropolitaine, qui couvre 3 territoires, 3 comités communes réunis. Donc, ils ont leur propre contrat, leur propre règlement, et puis c'est eux qui gèrent leurs propres arrêts de bus, sachant qu'en plus, tout ça est arrivé au moment, on va dire fin 2019, début 2020, au moment du Covid, donc avec une désertion très importante des transports en commun, donc des difficultés financières importantes pour les transports en commun. Donc c'est vrai que sur le moment, ils n'ont pas voulu du tout s'attaquer à ce sujet, d'avoir une perte financière assez importante, surtout que JC-Deco construit les arrêts de bus, et donc on met sa publicité en compensation pour réduire le coût de ces arrêts de bus. Et donc ça a été difficile. Simplement, je l'ai dit, l'exemple grenoblois de l'espace public a quand même tiré vers le haut, on va dire, même le SMAC qui finalement a renégocié avec JC-Deco son contrat pour dire en fait nous on veut quand même réduire de manière importante
le nombre de publicités. Donc c'est vrai, hein, je l'ai dit, effectivement, il y a eu cette compensation de certains écrans numériques qui a fait l'objet, qui a fait partie des négociations, sur lesquelles on n'était pas forcément très à l'aise avec ça. Il a été décidé d'accepter pour avoir une réduction très importante du nombre de panneaux publicitaires. Mais voilà, donc en fait, après les métropoles ont quand même la main aussi sur les syndicats de transport. Donc c'est aussi au niveau des métropoles qu'on peut aller pousser nos syndicats mixtes de transport d'agir différemment. Et puis, en fait, les pertes financières liées à la perte de publicité peuvent être compensées par finalement une décision politique au niveau métropolitain de dire en fait, on va compenser, voilà, après c'est des choix politiques budgétaires qui doit être menée. Donc, s'il y a une volonté politique de le faire, en fait, il faut mettre les budgets qui sont adéquats en conséquence. Je crois qu'il y a eu le même type de dynamique autour de Rennes, hein, avec une commune des environs de Rennes qui est Mordel, qui a amorcé des régulations, y compris sur les régies qu'elle gérait. Et puis ça a fait tache d'huile et ça a entraîné des réflexions à l'échelle de Rennes, notamment dans les transports. Donc je crois que simplement, c'est des régies qui peuvent être différentes, donc avec leur propre gouvernance et leurs propres règles, mais après les leviers sont similaires. Sur la deuxième question, alors j'ai pas de réponse absolue, mais je peux donner deux petits éclairages sur les impacts directs finalement des dispositifs publicitaires. Donc j'ai pas la réponse sur les consommations énergétiques. Par contre, il y a deux points qui me semblent importants de rappeler. D'abord, au-delà des ressources énergétiques, dans un cas, il y a des écrans, donc avec toute la ressource que ça implique, hein, c'est des matériels informatiques lourds, voilà, beaucoup de ressources. Qui sont aussi nécessaires pour fabriquer ces dispositifs qui sont beaucoup plus complexes que simple panneau éclairé. Et surtout, les impacts environnementaux de la publicité, c'est assez peu les impacts directs, c'est majoritairement les impacts des produits promus. Et donc là, ça renvoie plus à la question de l'efficacité commerciale de ces dispositifs. Et si les écrans ont fleuri partout, c'est aussi parce que ils ont un impact plus fort, ils captent plus l'attention. Et donc les produits promus et la consommation ou surconsommation de ces produits augmentent autant. Donc je ne pense pas qu'il y ait d'évaluation très fine comparative, mais il ne faut pas oublier que l'impact de la publicité, c'est avant tout l'impact indirect via les produits promus. Il ne suffit pas de faire de l'éco-conception Voilà. des campagnes publicitaires pour régler le problème de l'impact écologique de la ça. pub. Il y avait une question devant. Oui. Antoine. Antoine Monnier, donc je travaille au IER, et ma question s'adresse aux trois intervenants. Si la question de la régulation de la publicité à l'échelle locale fait l'objet d'un consensus transpartisan, bénéficie d'un fort soutien dans la population en général, et arrive à rassembler du MEDEF aux Amis de la Terre. Donc ça d'une part, si d'autre part, en fait, comme dit Gilles Namur, le manque à gagner pour les finances locales est pas si énorme, en partie parce que ces budgets se déplacent en dehors du spectre de là où les communes peuvent agir, mais c'est qu'au final, on passer de 600 000 euros de recettes à 150 000. Donc si c'est plus facile que ce qu'on pourrait penser d'agir, comment se fait-il que en fait, les exemples de Grenoble, même d'autres communes et d'intercommunalités qui agissent pour la régulation de la publicité soient encore si minoritaires? Comment ça se fait qu'il n'y ait pas plus de communes et d'intercommunalités qui agissent et qui prennent ce sujet, qui soient plus ambitieuses sur ce sujet-là? Je répète la question au besoin pour tous ceux qui sont en ligne. Antoine Modinet du LIER demande si finalement il y a un tel consensus politique et soutien de la part des citoyens à ce type de mesures, et puis si en plus les recettes perdues sont pas si élevées parce qu'il y a un déplacement progressif de ces recettes vers d'autres types de dépenses publicitaires, et donc une baisse drastique des budgets qui sont liés à ce type d'affichage. Comment ça se fait que ces exemples n'aient pas plus essaimé pour l'instant? Question pour les trois intervenants. Je ne sais pas qui veut commencer à y répondre. Je veux bien commencer parce que clairement, c'est un choix politique de décider de se passer d'une recette. Et les recettes pour les communes ne sont quand même pas si nombreuses que ça. Et donc dire du jour au lendemain quelque chose qui est facile, qui n'est pas géré par la ville, finalement, hein, c'est un contrat avec quelqu'un qui pose les panneaux, qui pose les publicités, qui les entretient, qui les change pour la ville. C'est juste, on a autorisé à faire et on reçoit de l'argent. En fait, se priver de cette manne financière-là effectivement est difficile, surtout que autant nous on l'a fait sur le mandat précédent, déjà dans un contexte de dotation aux communes
qui était fortement revu à la baisse et qui nous mettait en difficulté. Donc s'ajouter cette difficulté, c'est ce qui a été beaucoup critiqué par les oppositions en disant mais en fait vous n'avez pas plus urgent à faire que ça parce qu'en fait vous privez d'argent et les écoles et les routes et la propreté urbaine et tout ça, qu'est-ce que vous en faites? Donc c'est vrai que il faut quand même l'assumer, même si la somme est pas très importante, il faut quand même l'assumer. C'est vrai que nous on l'a assumé en disant enfin c'est zéro service public réduit, c'est uniquement des frais de bouche, des frais de fonctionnement de la ville, tout ça. Ça, c'est un premier élément de réponse, c'est ça. Le deuxième, c'est qu'en fait, autant pour Grenoble, effectivement, les sommes étaient relativement moindres, mais Grenoble n'est pas une très grande ville. D'autres villes, je sais par exemple qu'en Suisse, à Genève, quand ils m'ont interviewé, on ne parlait pas du tout des mêmes budgets. Ils étaient sur plusieurs millions, enfin l'équivalent de plusieurs millions d'euros à devoir réduire ou faire disparaître totalement. Donc c'est ce qui freine aujourd'hui les collectivités locales dans un contexte budgétaire qui est de plus en plus compliqué. Aujourd'hui, nous, le SMAG, enfin donc le syndicat des transports, a même autorisé finalement des habillages de tramway avec des publicités qu'on ne connaissait pas avant, parce qu'en fait, ils sont allés chercher un peu d'argent supplémentaire. Donc, on a même vu une pub Shine sur des trams grenoblois. Donc, forcément, nous, ça nous a un peu révoltés, choqués, agacés, alors qu'on est dans une démarche de zéro pub sur l'espace public, de voir un tram Shine. Donc voilà, c'est le contexte budgétaire aujourd'hui des collectivités locales qui freine, à mon avis, beaucoup de gens. Mais vous avez raison, c'est de moins en moins d'argent qui est perçu par les villes, donc le step n'est pas si important que ça. Et l'information sur le budget concerné, elle est facile à trouver pour les citoyens? Elle est publique? Alors nous, ça a été clairement affiché. Après, je saurais pas vous répondre. Vous voulez donner d'autres éléments de réponse, Ambroise, Ouais. Lucie? Moi, j'aurais peut-être bien aimé intervenir sur ce sujet. Et j'ai l'impression que la publicité, elle est considérée vraiment comme un mal nécessaire et que du coup, on ne se pose pas beaucoup la question. Finalement, on est quand même dans cette idée que plus on aura d'activité économique, plus on aura de PIB et plus on sera content et que donc la publicité, bah, c'est un mal nécessaire pour faire du PIB. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans l'intervention du Namur et sur laquelle sur lequel je voulais insister, c'est l'idée que finalement, les grands panneaux qui ont été enlevés, ils bénéficiaient surtout à des grands groupes. Et que finalement, les commerçants locaux, ils en pâtissaient. Et ça, c'est vrai qu'on oublie souvent que la publicité, c'est vraiment pas du tout quelque chose qui est utilisé par toutes les entreprises. C'est en fait quelque chose qui est très, très concentré. Ça a été dit en début d'intervention aussi. Donc, quand on supprime la publicité, finalement, on va surtout limiter l'activité économique des très grandes entreprises et de très grands groupes, mais finalement, ça va bénéficier aux commerces locaux et à l'activité locale. Et ça, c'est un argument, je pense, qui est peu présent, peu identifié, c'est probablement aussi pour ça que ce levier est peu utilisé. Donc, continuer à mettre en avant l'aspect anti-concurrentiel de la publicité. Oui, une autre question. En fait, j'ai deux questions. Donc, la première, c'est sur le fait, j'ai pas très bien compris, est-ce que la publicité en ligne, ça a plus d'impact ou pas, ou est-ce que c'était juste un argument de Gilles Decaux là pour dire, en fait, c'est pas pertinent d'enlever la pub en ville, de toute façon, c'est pas ça qui a le plus d'impact. Et puis la deuxième question, c'est par rapport à la pub entre guillemets privée, parce que je trouve que la frontière entre public et privé, je veux dire, quand on voit le tramway, quand on voit la pub dessus, bah voilà, c'est dans la rue, voilà, quand les commerçants ils mettent un panneau publicitaire lumineux qu'on voit, moi je trouve que c'est une forme d'agression aussi. Et en fait, ça veut dire que quelque part, j'ai compris qu'on avait la main à travers certains règlements, mais pas complètement. Pour moi, c'est pas clair en fait. Est-ce que vraiment on peut
dire non, ou est-ce qu'à chaque fois il faut négocier? Parce que là, j'ai vu que pour les panneaux publicitaires là, dans la ville, là, sur les arrêts de bus, il fallait négocier. Est-ce que c'est obligatoire de négocier, ou est-ce qu'on peut dire simplement non et mettre ça dans le règlement? Enfin voilà, pour moi, c'est pas clair tout ça. Merci. Donc, je reprends les deux questions. Une sur l'impact de la pub en ligne. Est-ce qu'il est réellement plus fort et est-ce que ça justifie de faire baisser les recettes de l'affichage publicitaire public? Donc ça, c'était le premier volet. Et le deuxième sur la frontière entre publicité publique et publicité privée. Publicité privée vue depuis l'espace public. Qu'est-ce qui autorise des pouvoirs publics à agir dans ce domaine-là? Et est-ce qu'il faut forcément trouver des solutions négociées sur ce point-là? Ou est-ce que il y a vraiment des choses qui peuvent être faites de façon réglementaire très affirmée? Peut-être sur Ouais, je peux publicité en commencer ligne, par quelques Ambroise? éléments. Ouais. À volume égal, je ne sais pas si la publicité en ligne est plus efficace que la publicité vue dans l'espace public. En revanche, les volumes de publicité en ligne sont bien plus importants, les budgets associés aussi, et la croissance du marché publicitaire se fait aujourd'hui presque exclusivement en ligne. Donc c'est plutôt ça qui était présent, je pense, dans les arguments, plutôt qu'une efficacité comparative sur un produit, sur un support unique. Et après, sur le deuxième point, mais je pense que Gilles Namur pourra compléter plus précisément que moi, mais les différents espaces, ils répondent à différentes règles. Et c'est sûr que c'est plus facile pour l'espace public qui est géré par une collectivité d'avoir une décision plus directe, par exemple, comme de retirer simplement des supports parce que c'est, entre guillemets, à elle. Tandis que dans des espaces privés, il y a des règles, mais c'est des espaces privés par définition, donc il n'y a pas de pouvoir de décision aussi fort des pouvoirs publics sur des espaces privés. Néanmoins, il y a de la législation, il y a de la réglementation, et la principale différence, me semble-t-il, c'est que les règlements locaux de publicité, ils portent essentiellement sur des modalités d'affichage. Donc on l'a vu, il y a des questions de taille, il y a des questions de type de zone qui peuvent être couvertes ou pas, il y a de la protection du paysage, il y a des aspects de maîtrise de la consommation énergétique, il y a vraiment beaucoup de leviers. Mais là, on parle quand même beaucoup moins de ce sur quoi portent les publicités. On parle plus de comment elle est implantée, dans quelles limites. Et donc les marges de manœuvre existent aussi, hein, elles sont différentes simplement. Après, sur la publicité en ligne, il y a aussi une question de ciblage. Il y a la promesse de pouvoir davantage cibler ceux qui vont recevoir la publicité en fonction de leur parcours de navigation, etc. Et donc, peut-être d'investir moins d'argent pour arroser tout le monde, mais pouvoir aller chercher directement des récepteurs qui soient ouverts et particulièrement attentifs à un secteur en particulier de publicité. Je laisse Gilles Namur sur la question publique-privée peut-être, et on reprend une question, puis j'en ai d'autres en ligne. Donc, oui, je confirme que c'est vraiment l'impact de la publicité numérique, smartphone, tout ça qui permet de dire qu'en fait, on peut cibler, on peut mieux faire, ça coûte beaucoup moins cher plutôt que d'aller poser des panneaux que ça, de les entretenir. Donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ils considèrent qu'il y a beaucoup plus d'impact ailleurs et que c'est pas si grave finalement de se priver de cette publicité sur l'espace public, sachant qu'en plus, elle est un peu décriée. Donc en fait, bon, ils ont pas lutté pour essayer à tout prix de trouver des solutions compensatoires. Par contre, effectivement, la réglementation ne nous permet pas aujourd'hui en France, et peut-être à cause de l'Europe, de supprimer 100% de la publicité visible depuis l'espace public, que ce soit sur l'espace public ou l'espace privé. On ne peut pas. Par contre, on peut le limiter de manière très importante. Nous, ce qu'on a dit, c'est qu'on a défini des zones dans lesquelles il y a des endroits où on l'interdit complètement, zones historiques, quartiers historiques, autour d'une école, certains quartiers un peu sensibles. Mais par contre, on ne peut pas dire que 100% du territoire est formellement interdit à la publicité visible depuis l'espace public. Par contre, ce qu'on peut, c'est travailler sur les formats. Et c'est ce qu'on a fait en réduisant les formats. Donc, on ne peut pas dépasser 2 mètres carrés, donc 2 mètres par 1, par exemple, alors qu'avant, c'est des 4 par 3, par exemple. Et donc, dès qu'on limite de manière importante la taille des panneaux, et ben en fait, ce qui s'est passé, c'est que sur l'espace privé, ils ont retiré les panneaux 4 par 3 et on s'attendait à ce qu'ils viennent poser à la place des panneaux plus petits. Mais non, ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait parce que c'est moins visible depuis les voitures. Et donc, en fait, il n'y a quasiment aucun panneau 4 par 3 qui a été remplacé sur l'espace privé par des plus petits panneaux.
Donc c'est comme ça qu'on a pu effectivement finalement supprimer sur l'espace privé quasiment autant que sur l'espace public en nombre de panneaux et donc en surface de pubs supprimés, alors qu'ils avaient le droit d'en remettre sous des formats différents, mais ils l'ont pas fait parce qu'ils ont jugé que ça n'avait pas d'intérêt, c'était pas assez visible, c'était pas assez impactant. Donc oui, aujourd'hui, la loi ne nous permet pas de dire allez, c'est fini, on arrête 100% du truc. Par contre, et en plus, une communauté agit sur son espace public avec différents contrats. Et effectivement, l'espace public dans une ville, il est régi par la métropole, il est régi par la ville, il est régi par un syndicat de transport, il est régi par le département ou par la région pour les collèges et les lycées. Enfin, il y a plein d'espaces qui sont, voilà, c'est l'administration aussi française avec sa complexité qui fait qu'en fait, il est difficile de mener des politiques globales sans avoir effectivement une association avec toutes les parties prenantes pour pouvoir avancer. Donc on avance pas par pas. La bonne nouvelle, c'est que quand ça fonctionne, ça fait des petits. On peut expérimenter des choses et ce genre de choses. Mais par contre, effectivement, ça prend beaucoup plus de temps. Voilà. C'est pour ça qu'en fait, maintenant, on va avoir besoin de l'Europe, on va avoir besoin de l'État pour aller s'attaquer finalement à la réglementation sur le type de publicité qu'on aimerait bien interdire, effectivement, pour des raisons de santé, les SUV, les véhicules polluants, enfin plein de choses. On pourrait aussi avancer là-dessus. Ce serait sympa que les villes ne soient pas laissées seules face à ce sujet. On a encore une question dans la salle. Oui, bonjour, Sylvain Ly du Basique. Moi j'avais une question pour M. Namur. Au-delà de ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait que vous avez eu quelques retours qui faisaient état que finalement ça changeait, on ne se rendait pas compte qu'il n'y avait plus les panneaux, etc. Est-ce que vous avez pu objectiver l'opinion, les réactions des contribuables, enfin des habitants et des habitantes de Grenoble a posteriori par rapport au fait qu'il n'y ait plus de publicité? Est-ce que vous avez fait des enquêtes, des choses comme ça qui permettraient d'objectiver ça et après d'en faire potentiellement un enjeu électoral derrière et démontrer qu'effectivement quand une municipalité s'engage là-dessus, ça peut effectivement avoir un effet d'entraînement auprès des citoyens et des citoyennes au niveau local? Alors, je reprends pour la clarté de Sylvain Ly du Basique qui demande est-ce qu'il y a eu des études menées spécifiquement à Grenoble pour essayer d'objectiver les résultats et l'adhésion, le soutien des citoyens à cette mesure après l'adoption de cette mesure pour pouvoir alimenter le débat public sur ce type d'interdiction et pour en faire aussi un enjeu électoral à l'avenir. Et je rajoute deux questions en ligne. Une question qui dit, quand on voit le coût de l'obésité cité tout à l'heure, est-ce que les messages positifs pour une alimentation plus saine et plus durable n'auraient pas un impact positif sur le budget des grandes collectivités à long terme? Et une autre question d'une personne qui est membre de l'association Résistance à l'agression publicitaire et qui demande en quoi les associations anti-pub peuvent aider dans ces démarches et est-ce qu'elles ont été consultées dans les différentes démarches citées. Je vais répondre à la première question. Oui. En fait, les coûts qui ont été cités, ce sont des coûts qui concernent le système d'assurance maladie, donc pour 10 milliards, et puis 10 milliards en plus pour le système de protection accident du travail, invalidité, tout ça. Donc, c'est des coûts qui ne sont pas à la charge des collectivités territoriales. C'est à la charge de la sécurité sociale. Donc, quand il diminue, c'est des économies pour la sécurité sociale, qui en a bien besoin, étant donné le déficit de l'assurance maladie qui est envisagé pour l'année 2026, qui approche, qui est autour de 20 milliards là. Voilà. Donc, on a vraiment besoin de trouver des sources d'économie pour l'assurance maladie. Bon, par contre, là, il n'y aura pas de cause à effet direct et d'économie pour les budgets des collectivités territoriales. C'est des économies pour des budgets, des dépenses publiques d'une manière générale et l'assurance maladie en particulier. Et sur ce point, on peut rajouter que le rapport des inspections générales qu'on citait tout à l'heure, il a essayé aussi de dresser un inventaire des études qui existent sur toutes les obligations de messages
qui existent, donc le type manger, bouger pour votre santé ou manger 5 fruits et légumes par jour, etc. Et il montre quand même un bilan assez contrasté, c'est-à-dire qu'il y a quelques obligations qui ont montré des effets, et notamment ce qui semble le plus prometteur, c'est l'affichage du Nutri-Score dans les publicités, par exemple, mais que par contre, il y a d'autres obligations légales qui visiblement ne servent à rien, surtout quand elles sont dites très très vite dans une publicité à la radio, par exemple, et qu'elles prennent un certain temps de publicité. Donc sur ce volet-là, c'est vrai que c'est aussi intéressant de bénéficier de retours un peu objectivés. Gilles Namur, peut-être sur l'objectivation des résultats Oui, du soutien. juste sur le coup, je confirme que la problématique, elle est toujours la même. C'est-à-dire, en fait, les communes, les collectivités locales ont dépensé beaucoup d'argent à mettre en place, par exemple, des mobilités actives, mettre les gens au vélo ou à pied pour essayer de réduire effectivement le nombre de morts prématurées liées à la pollution ou à la sédentarité, ce genre de choses. Et le bénéfice et la sécurité sociale, alors oui, on en a besoin, mais c'est vrai que du coup, ça crée ceux qui dépendent de la lancée des collectivités locales pour mettre en place ces infrastructures et le gain, il est, on va dire, pour l'État. Et donc, c'est là que c'est difficile. Surtout après, ce qui est difficile aussi, c'est pour les gens de comprendre ces mesures. C'est-à-dire, en fait, de dire la qualité de l'air, ça se voit pas. Les problématiques de sédentarité qui génèrent des maladies chroniques liées à l'obésité, ce genre de choses, ça ne se voit pas, c'est pas très bien perçu. Les 300 morts par an prématurés à cause de la qualité de l'air, bah, ça ne se voit pas. Les maladies chroniques, ça ne se voit pas. Mais par contre, dès qu'on s'attaque à la présence sur l'espace public de choses, c'est-à-dire moins de circulation voiture, plus pour les vélos, plus pour les piétons, ce genre de choses, moins de places de stationnement, ben en fait, là, par contre, ça se voit très fort et ça fait hurler beaucoup de gens. Et donc c'est très difficile, effectivement, d'être doublement impacté. Impacté, un, parce que nous, on dépense de l'argent, on en collecte très peu, et deux, parce qu'en fait, ça génère beaucoup de colère, parce que c'est des changements d'habitude, et c'est nous qui sommes au premier poste. Et derrière, on va dire, c'est la Sécu, c'est l'État qui bénéficie de ces trucs-là. Bon, ça c'est une parenthèse, mais effectivement, c'est toute la difficulté auxquelles on est confronté. Sur l'utilisation, non, on n'a pas fait d'enquête après coup vraiment mesurée, vraiment objectivée. Ce que je peux dire, c'est que nous, ça a été une mesure assez forte du mandat précédent d'Éric Piolle et de sa majorité. Moi, je suis arrivé qu'en 2020. Éric Piolle a été très largement réélu en 2020. Cette mesure-là a été fortement mise en avant, a été une image assez symbolique et surtout, elle a fait des petits dans toute la métropole qui est beaucoup plus contrastée en termes politiques. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas une seule ville qui a dit non, nous, on n'adopte pas ce nouveau règlement, on n'adopte pas. Enfin voilà, ça a vraiment fait tache d'huile et on l'a retrouvé partout, quelles que soient les tendances politiques, sans que ça génère de débats supplémentaires. Il y a eu un petit débat en 2015 quand c'est boum, de manière un peu précipitée, sans avoir le temps de communiquer à ce sujet-là, parce qu'il fallait tout de suite décider de ne pas renouveler le contrat. Donc, boum, c'est tombé et ils l'ont fait. En même temps, c'est dans le programme électoral, mais ils l'ont fait. Et donc là, forcément, il y a eu un débat sur le budget. Mais après, en 2019, et donc avec l'application dès 2020, au niveau métropolitain, c'était un non-sujet. Même l'enquête publique n'a eu que des retours positifs. Personne s'était exprimé de manière très négative et le commissaire enquêteur a remis un rapport très positif, très favorable, en disant globalement, c'était très bien perçu par la population. Donc, cette enquête publique, qui n'est jamais un sondage, hein, ne participe que ceux qui ont envie de participer, a donné comme un résultat très positif de la part de ceux qui ont participé. Et sur le lien avec les associations sur la publicité ? Moi, je pense que, justement, hein, surtout en période de campagne électorale, hein, au mois de mars, il y a les élections municipales, c'est maintenant que les associations doivent se montrer et pousser très, très fort. Moi, j'ai participé à un débat cet été organisé par Alternatiba, où il y avait différentes associations, dont Paysages de France, et différentes associations qui étaient présentes. Pour parler de ça, on était tous un peu d'accord sur le fait qu'en fait, il faut une pression très forte de la société civile à ce sujet-là pour pousser les politiques à s'emparer de ce sujet. Donc, il me semble que c'est le moment ou jamais pour les associations d'être vraiment
dans la communication, d'aller interroger chacune des listes de chaque ville pour leur demander ce qu'ils envisagent de faire, et puis même pousser des villes comme Grenoble à aller plus loin, parce qu'on a encore beaucoup de travaux à faire. Et nous, quand on est soutenu, poussé par la population, bah, c'est beaucoup plus facile à faire que quand c'est juste une position politique qui est vite taxée de dogmatisme ou des choses comme ça. Merci. On arrive au terme de cet échange. Je voulais aussi donner quelques exemples pour dire qu'il y avait des démarches en cours en Suisse, notamment, ça a été dit, il y a plusieurs villes où il y a eu des référendums locaux pour la suppression complète de la publicité dans l'espace public. Aux Pays-Bas, il y a eu des campagnes aussi de la société civile pour supprimer de la publicité locale, la publicité pour les produits liés à l'utilisation des fossiles. Notamment voilà, voyage, billets d'avion, électricité carbonée, contrat de gaz, voiture à moteur fossile, etc. Donc ça, c'est des choses qui avancent. Il y a aussi eu la ville d'Haarlem pour laquelle la publicité pour la viande aussi a été interdite. Donc on voit qu'il y a des formats différents aussi selon les types de débats publics et la forme que ça prend dans différents espaces. C'est intéressant, mais en tout cas, je pense que ce qui est enthousiasmant, c'est que ce mouvement depuis l'échelle des territoires, des municipalités, il peut faire boule de neige aussi sur l'échelle du débat public à l'échelon national et on l'espère européen pour pouvoir faire évoluer petit à petit les règles. On vous distribuera un vademecum avec les références utiles à tous les participants. Je vous donne rendez-vous pour le prochain Vibe qui aura lieu sur la question de la mobilité le 10 février prochain. Ce sera cette fois-ci à 9h exceptionnellement. Et je remercie très chaleureusement nos 3 intervenants d'avoir été en ligne avec nous ce matin. C'était très, très intéressant comme discussion et merci à tous les participants. Merci à vous. Au revoir. Merci. Merci.